Lorsqu'Ali Fodia rentre chez lui, il ne rencontre personne sur le chemin. Rien d'autre que l'immensité blonde du désert. Cet éleveur de dromadaires de 35 ans vit à 400 km de la première route goudronnée, dans une contrée hostile et secrète, où les nomades du Sahara déménagent sans cesse, à la recherche de leur plus précieuse richesse, l'eau. Pour boire, ça c'est le frigo. On appelle le chini. Et maintenant, il y a de l'eau. Il fait fraîche, très froid. Une simple chèvre, ou ce qu'il en reste, comme réfrigérateur. Son cou fait office de robinet. Ça, c'est les bouches. Avec des fines cordes là, on va attacher ça. Tu vas voir. C'est comme ça qu'on va fabriquer. Tu fais ça, tu verses comme ça l'eau. Comme ça, oui. Tu vois avec une tasse. Après, tu l'attaches comme ça. C'est le cou qui vient ici. C'est là, celle-là. Du sable pour tout plancher. Quelques couvertures. La hutte est légère, montable et démontable dans la journée. C'est une maison de bois. Il est construit avec des bâtons. Ça, c'est le bâton. Les femmes, ils ont fait les racines des arbres. Là. Ils ont enlevé, ils deviennent fins. Ils vont courber comme ça pour tenir en haut. Mariam, apporte-moi la couverture. À quelques mètres de la hutte chambre à coucher, Zara, 25 ans, la femme d'Ali, construit la cuisine, aidée par sa sœur. Tire le drap vers le nord. On n'a pas d'ombre là. Mais l'ombre va se décaler. On ajustera si besoin. Cet abri ne servira qu'aux femmes, qui sont les seules à cuisiner. Mets de l'eau et mélange. Là, je prépare la sauce. Et après, je ferai la boule de mil. Je fais de la viande de chèvre avec des oignons et de l'ail. C'est une recette simple. J'ajoute juste un peu de sel. Ali et sa femme ont 3 fillettes, âgées de 1, 3 et 6 ans. Les enfants ici, qui donnent des bonbons, ils préfèrent les dattes. C'est prêt, tiens. Ça, c'est le mil, la farine de mil avec les sauces de gombo. Le gombo, un poivron gluant qui agrémente la sauce. Ali ne mange jamais avec Zara. Les époux vivent séparés. Même la nuit, ils ne font pas couche commune. Un mode de vie que le nomade n'échangerait pour rien au monde. Dans la nature, c'est mieux que dans les villes. Ouais, j'aime vivre ici. C'est une nature qui est difficile ici. Non, c'est pas difficile. Pour nous, c'est pas difficile, c'est agréable pour nous. Si quelqu'un d'ici, tu mets dans les villes, il ne veut pas. Il refuse, il vient ici. Ali est un toubou, ou Goran en arabe. Littéralement un homme des rochers. Ils sont environ 15 000 au nord-est du Tchad, dans le massif de l'Enedi. Une fournaise à 45 degrés, grande comme la Suisse, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Moins de 100 personnes visitent ce désert chaque année. Longtemps déchiré par une guerre civile, l'Enedi a retrouvé la paix. Mais les Goran continuent de vivre avec une obsession, la quête de l'eau. Ça, c'est la maison de mon beau-père. Les beaux-mères aussi, et tout ça, ils habitent ici. Comme tous les Goran, Ali se déplace avec sa famille et sa belle famille. Le français est la langue officielle du Tchad, mais les Goran ont leur propre dialecte. Leurs salutations traditionnelles sont longues et très codifiées. Salam alaikum. Ça va quoi? Ouais, ça va, ça va. Quoi? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Les Goran sont musulmans. À 65 ans, le beau-père d'Ali revient d'un pèlerinage de 2 mois à la Mecque. Oui, très bien.
Oui, personne n'est mort. Pour survivre, ces nomades doivent se ravitailler en eau tous les 2 jours. Chaque membre de la famille y va à tour de rôle. Aujourd'hui, Ahmed, 17 ans, le beau-frère d'Ali, est de corvée. À 1h30 de marche du campement, des cratères creusés à la pelle, dans le lit d'une rivière asséchée, ourlés d'acacias verdoyants. Après la saison des pluies en juillet-août, les Goranes sondent le sol pour récupérer le liquide rare et vital. Ahmed doit rapporter pour sa famille 200 litres sur le dos de ses ânes. Pour cela, il monte et descend inlassablement ce seau en peau de chèvre. Une opération qu'il va répéter une 50aine de fois. C'est très fatigant, surtout lorsque je fais ça pendant 1 heure. Une vie pénible qui ne fait pas vraiment rêver cet adolescent. Si j'étais tout seul, je préférerais aller vivre en ville. Mais je suis avec ma famille et il faut que je reste pour le bétail. Au puits, Ahmed retrouve des jeunes de son âge, venus d'autres campements. Moi, j'habite à 4 heures de marche. Regardez, il faut creuser à hauteur de 2 hommes pour trouver de l'eau. C'est toujours une fille légère qui va au fond. Un petit gabarit, pour limiter les risques d'effondrement des parois pendant la descente. En surface, cette autre adolescente est venue faire boire son troupeau. Mes chèvres n'avaient rien bu depuis hier. Les puits sont pleins à la fin de la saison des pluies, puis s'assèchent progressivement. Ici, il n'y aura bientôt plus d'eau. Dans 1 mois, nous bougerons à 60 km au sud. Avec le réchauffement climatique, au fil des années, l'eau se fait de plus en plus rare. Cette eau du puits, Ali la boit quotidiennement. L'estomac des Goranes est habitué à ingurgiter l'argile qui la colore. Quand tu bois, tu vas mal au ventre comme ça. Et tu ne peux pas marcher, tu ne vas pas aux toilettes et un peu mal comme ça. De l'eau pour survivre. Et pour gagner un peu d'argent, le commerce du bétail. L'autre élixir indispensable à la vie d'Ali provient de ces dromadaires. Les nomades les appellent chameaux. Leur viande est très maigre, car toute leur graisse est dans leur bosse. Mais le lait de chamelle est 3 fois plus riche en protéines et en vitamine C que le lait de vache. La chamelle produit quotidiennement 17 litres. On va boire avec les boules de mil, on mange avec ça. On boit aussi. Et les enfants aussi boivent ça. La chamelle a une patte attachée pour ne pas s'enfuir. Pour amorcer la lactation, le chamelon tète d'abord. Ali prend ensuite la relève. La technique est bien rodée. Ça, il garde les mamelles à ses sécurités que les petits ne boivent pas le lait. Ouais. Ça, c'est notre marque, on appelle ça, c'est Agran. En Toubou, c'est Agran, c'est 4 traits. Des brûlures faites avec des bâtons d'acacias enflammés. Chaque famille marque son propre dessin pour ne pas perdre ses bêtes. Ali est un éleveur opulent à l'échelle gorane. Il possède 60 chameaux qu'il vend régulièrement. 700 € le chameau, 7 fois le SMIC mensuel tchadien. Ça, c'est le mâle. Il fait les reproductions de tous les petits, c'est pour ça. Ça, c'est le père. Et pour le seul mâle du troupeau, pas besoin de pilule bleue. Le reproducteur a 5 rapports sexuels par jour et peut honorer 60 femelles différentes.
Viens, on va ramener d'autres moutons. Ils sont où? Ils sont là-bas. Pendant que les hommes soignent les chameaux, femmes et enfants font paître chèvres et moutons. Dans l'Enedi, il n'y a pas d'école. À 6 ans, Mariam, l'aîné d'Ali, et son cousin sont déjà bergers. Le Sahara africain est la région où la mortalité infantile est la plus élevée au monde. Le premier hôpital est à plus de 4 heures de route. Un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans. Pour leur mère aussi, la vie est rude. Allez, venez! Souvent mariées de force dès l'âge de 13 ans, elles sont enlevées par leurs prétendants et attachées sur le dos d'un chameau. Une preuve de courage chez les Goranes. Elles ne découvrent le visage de leur époux que le jour de leurs noces. Elles ont toutefois le droit de divorcer. Ce jour-là, Zara est inquiète. Ses chèvres ne donnent plus assez de lait. Pendant la saison des pluies, on remplit 2 tasses par chèvre, car les animaux ont leurs petits. Mais en ce moment, une seule. Le bétail n'a pas assez à manger. Les chèvres manquent d'herbe et les chameaux ont soif. Ce sont les besoins des troupeaux qui déterminent chaque déplacement des Goranes. Une expédition importante se prépare, vitale pour les animaux et donc pour la famille. Direction la principale oasis de l'Enedi, à 3 heures à dos de chameau. Les Goranes s'orientent sans boussole, sans GPS, au milieu des mers de sable. Ali se repère avec la forme des rochers le jour, grâce aux étoiles la nuit. Si tu ne connais pas les chemins, tu sors de l'autre côté. Après, tous ces rochers, tu fais comme ça, c'est très loin. Pour cela, c'est un raccourci. Une équipe de choc. Des chameliers qui connaissent le désert comme leur poche. Et des animaux parfaitement adaptés à la sécheresse. La couleur fauve de leur robe renvoie les rayons du soleil. Il leur suffit d'uriner pour refroidir leur sang. Ils font aussi varier à leur guise leur température interne. Et transforment en eau la graisse de leur boule dorsale. Malgré tout, des squelettes parsèment le chemin. Le Sahara est impitoyable envers les animaux égarés. La caravane arrive au cœur d'un labyrinthe de roches aux formes envoûtantes. Des monolithes de pierre sculptés par le souffle d'Éole pendant des millénaires. Seuls les Goranes connaissent l'entrée du Guelta d'Arché, littéralement réserve d'eau de pluie. Un diamant dans un écrin, un atoll de vie, une source cachée. Salaman. Ça va. Ali retrouve les éleveurs des autres campements. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Là-bas, ils boivent. Les blatèrements de centaines de chameaux résonnent en écho contre les parois de cette citadelle de pierre. Une scène quasi biblique. L'eau ici, c'est permanent. Au fond, il y a les sources qui coulent toujours. Et ce sont des pluies, l'eau est claire et propre, comme l'eau des tuyaux. Tu voyez la couleur comme ça, mais c'est bon pour boire. Le chameau reste parfois sans boire pendant 5 semaines. Il avale 20 litres d'eau par minute. Son estomac peut contenir 200 litres, l'équivalent d'une baignoire. Chez tous les autres mammifères, les globules rouges éclateraient, provoquant une mort immédiate. Ali leur a apporté une friandise, des morceaux de natron. À gauche, ici. Une roche salée qui favorise la rétention d'eau.
Ça, c'est pour les chameaux seulement. Seulement pour les chameaux. Si tu ne donnes pas de latron, il sera malade. Il ne se grossit pas. Il sera toujours maigre comme ça. S'il habille beaucoup, il reste longtemps là-bas, au pâturage. Les chameaux sont friands du natron. Entre l'eau du Guelta et la bassine, leur choix est sans appel. Le Guelta est aussi un important lieu de vie sociale, un peu le café du commerce Goran. C'est un lieu de retrouvailles. Ça permet de voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et d'obtenir des nouvelles de la famille, des amis et du bétail. Les Goran sont à la fois solidaires et très individualistes. Il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Il est 18h30, l'heure du thé à la menthe, très sucré. Les paupières sont lourdes en fin de journée. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir, mais je n'y vais pas car il y a du monde. Ce soir, justement, c'est uniquement entre hommes qu'a lieu le dîner. Loin de la maison d'Ali et donc de Zara, sa femme. La boule de mil n'a pas le même aspect. Trop sèche. Ah, on peut dire, mais c'est parce que si tu fais beaucoup de farine, je vais dire. Ali se prépare à dormir. La nuit, un danger le guette. L'un des scorpions du Sahara, 10 cm, surnommé le rôdeur mortel, l'espèce la plus venimeuse. Sa piqûre est la première cause de mortalité accidentelle, avec 30 décès par mois au Tchad. Il pique, c'est un peu dangereux parce que directement le sang, il remonte avec le sang. Si il te pique sur les jambes ou sur les cuisses comme ça, c'est facile, quoi. La piqûre du scorpion provoque une asphyxie, souvent fatale. Ali n'a avec lui ni aspivenin, ni trousse à pharmacie. Mais ça ne l'empêche pas de s'assoupir rapidement. 5h30 du matin. Ali, l'éleveur de chameaux, a plusieurs casquettes, ou plutôt plusieurs turbans. Il est aussi le garde forestier du Guelta. Fonctionnaire de l'État tchadien, payé 115 € par mois. Un poste qu'il a obtenu car il parle français. C'est l'un des rares Goran à être allé à l'école, dans la capitale, N'Djamena. Ali est notamment responsable du comptage de la faune. Ici, parfois il y a des caïmans. On fait pas beaucoup de bruit. On voit lentement, on approche. Si on en voit, il y en a presque 4-3 ici, au fond. C'est le fond du Guelta ici. En fait, des crocodiles du désert. La même espèce que ceux du Nil. Il y a des millions d'années, l'eau coulait ici en abondance. Et le Sahara était une jungle luxuriante. Ces sauriens ne s'attaquent jamais à l'homme. Ils se contentent de grenouilles et de larves aquatiques et peuvent jeûner pendant 2 ans. Mais ce matin, ce qui préoccupe Ali, ce sont les poissons. Avant, elle vivait dans l'eau comme ça. Et maintenant, je vois des dizaines de poissons qui sont morts dans l'eau là. Je ne sais pas pourquoi. De nombreux autres agonisent. Ali se demande si une pollution inexpliquée a contaminé tout le Guelta. Salam alaikum. Il veut interroger le représentant du chef du canton. C'est un sage, un ancien dont il serait très impoli de demander l'âge. Non, les crocodiles, ça va. Les poissons meurent à cause des déjections des chameaux.
Là où les chameaux boivent, leurs déchets stagnent et pourrissent l'eau. Mais à son embouchure, la source reste pure. L'explication vaut ce qu'elle vaut. Mais puisqu'elle sort de la bouche du sage, Ali la considère comme juste. Au fil des millénaires, le Guelta a déjà perdu beaucoup de sa biodiversité. Seuls les murs du canyon en gardent la trace. Le garde forestier se faufile dans les méandres des roches. Ici se cache une autre merveille de l'Ennédi, des peintures rupestres. À l'époque, éléphants, rhinocéros, hippopotames et girafes peuplaient le Sahara. Ça, c'est un bœuf de 4000 ans. Si tu vois toujours un bœuf qui a la couleur blanche, noire, c'est les vaches laitières. C'est ici qu'en 2001 a été découvert le crâne de Toumaï, le plus ancien hominidé connu. 7 millions d'années, 350 000 générations nous séparent de lui. Ça, c'est un chameau des périodes, les 4e période, on appelle les gamelins, c'est de 500 environ. Et là, ça, c'est les mamelles. Ça, c'est les queues, ça, c'est les têtes. Des chameaux pour survivre, mais aussi, hier comme aujourd'hui, pour se distraire et se défier entre Goran. Ça, la ligne de départ. Ce jour-là, tous les nomades de la région ont rendez-vous pour une course de chameaux de 5 km. Ali en est l'organisateur. Formule 1 du désert, le chameau peut courir jusqu'à 70 km/h. Les meilleurs cavaliers participeront à la course de la fête nationale du Tchad. Pour le gagnant du jour, en plus, une récompense de 20 €. Bravo! Super! Le sable soulevé par le galop de dizaines de chameaux reprend très vite sa place. L'empreinte de l'homme et de ses troupeaux reste furtive. Alors que partout ailleurs, sur la planète, la société change à toute vitesse, on touche ici, au cœur de l'immensité du Sahara, l'immuable. Dans la mer des Célèbes, Sulbin est une légende, un homme-poisson capable de rester 4 minutes sous l'eau, à plus de 20 mètres de profondeur. Un exploit qu'il accomplit plusieurs fois par jour pour nourrir sa famille. Sulbin fait partie des Badjo, un peuple nomade qu'on surnomme les gitans de la mer. Normalement, c'est pas le genre de poisson qu'on mange, mais c'est comestible.
Je suis pas mécontent, j'ai réussi à attraper quelque chose. Je vais le ramener à la maison et ma femme va le cuisiner. Au moins aujourd'hui, on a de quoi manger. Les Badjo sillonneraient les mers d'Asie depuis plus de 3000 ans. Un peuple libre, sans nationalité, sans frontières. Mais avec sa propre langue et sa propre religion. Un mélange d'islam et de culte des morts. La légende raconte qu'un tsunami aurait ravagé les côtes où vivaient leurs ancêtres. Les survivants auraient décidé qu'il était plus sûr d'habiter sur l'océan que sur Terre. Depuis, ils naviguent entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Aujourd'hui, ils ne seraient plus que quelques milliers. Leur mode de vie est menacé. Comme ses parents, comme tous ses ancêtres, Limarissa vit sur son bateau. Elle y habite avec Marikita, son époux, leur fille et le dernier de ses petits-fils. Pas de couchette, pas de cuisine, le confort est spartiate. Mais elle est ici chez elle. Naviguer où on veut et jeter l'ancre où on veut. C'est ça notre mode de vie. On n'a pas besoin de maison. On vit, on donne naissance sur nos bateaux. C'est ici qu'on est heureux. Une existence entièrement tournée vers la quête du poisson. Ce jour-là, Godo et Rundu, les deux fils de Limarissa, sont venus donner un coup de main pour relever le filet de pêche accroché à cette bouée. C'est leur seul moyen de se nourrir et de gagner un peu d'argent grâce à la vente du poisson. Sous le regard inquiet de Limarissa, les mailles défilent, désespérément vides. Jusqu'à ce que remonte des profondeurs l'un des poissons qu'ils pêchent le plus fréquemment, une raie. Pourquoi il est abîmé comme ça, le poisson? Ils ont été mangés par une murène. Et vous allez pouvoir les vendre quand même? Oui, mais pas cher. 1 ringgit et encore. Allez, 2 ringgit pour la plus grosse. Là, on ne couvre même pas nos frais d'essence. 2 ringgit, soit 50 centimes d'euros. Comme en Atlantique ou en Méditerranée, la pêche industrielle en Asie a bouleversé l'écosystème marin. Le poisson se fait rare. Et les premières victimes, ce sont les Badjo. En plus des 3 raies, Limarissa et ses fils ne pêcheront qu'un poisson perroquet. À peine de quoi manger. Quand j'étais petite, il suffisait d'attendre la marée basse. On n'avait qu'à se baisser pour cueillir toutes sortes de fruits de mer. On les vendait au marché, ça nous faisait de l'argent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le bébé, on peut encore l'allaiter, mais ça ne suffit pas. Quand il pleure parce qu'il a faim, on peut juste essayer de le réconforter. Moins de poissons, donc moins d'argent. Combien de temps Limarissa pourra-t-elle encore entretenir son bateau? Ce vieux moteur diesel récupéré sur une carcasse de camion. Rundu, son fils, lui, a déjà perdu sa maison flottante. Il n'avait plus les moyens de la réparer. Depuis 2 ans, il habite ce village. Comme lui, des centaines de familles Badjo sont devenues trop pauvres pour entretenir leurs embarcations. Elles se sont échouées ici, dans ce bidonville sur pilotis. Sans électricité ni eau courante. Aucun Badjo ne sait lire. Ils n'ont pas de calendrier, pas de livre d'histoire. Leur culture se transmet oralement. Pas d'école non plus. Les enfants grandissent dans l'eau.
Rundu, le fils de Limarissa, a 3 enfants. Il vit dans cette maison avec sa femme, Noraha. Comme toutes les jeunes femmes Badjo, elle utilise de la pâte de riz mélangée à des feuilles de tapioca pour se protéger du soleil durant les longues navigations. Même si aujourd'hui, elle est plus femme au foyer que nomade. Depuis qu'on n'a plus de bateau, on est coincé ici. On ne peut aller nulle part. Je n'ai qu'une hâte, qu'on en rachète un et qu'on reparte le plus vite possible. Aujourd'hui, les bateaux coûtent 2 fois plus cher qu'avant. Comment ça se fait? Avant, on coupait nous-mêmes le bois des îles. Aujourd'hui, c'est très contrôlé. Du coup, un bateau coûte au moins 12 000 ringgit. Et ça, c'est sans compter le moteur. 12 000 ringgit, 2 500 €. À ce prix-là, Rundu risque de rester à quai bien longtemps. En attendant, sa priorité est de nourrir ses enfants. Depuis une semaine, ils n'ont mangé que du riz. C'est leur premier poisson. Face à cette pénurie, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les pêcheurs les plus intrépides. Sulbin le plongeur initie son beau-frère Ilang au rudiment d'une pêche qui peut rapporter gros, celle aux crustacés. La langouste, mais aussi la crevette menthe. Il doit y en avoir plein ici. Eh, mais oublie pas que je peux pas plonger aussi profond que toi, moi. Première étape, repérer un petit trou dans le sable. C'est là que nichent les crevettes menthes. Puis, plonger pour les capturer. Mais dans ce domaine, tous les badjos ne valent pas Sulbin. Ah, il n'arrive même pas à atteindre le fond. C'est pas gagné, hein. J'ai vu une raie. Allez, laisse tomber, remonte à bord. Je vais m'en occuper. Sulbin utilise une paire de lunettes artisanales en bois et en verre recyclé, ainsi qu'un piège fait maison. Un piège qui fonctionne comme un collet. Le bâton s'enfonce. La crevette est passée dans le nœud coulant. Le piège a fonctionné. C'est beaucoup plus intéressant à vendre que du poisson. Si tu sais y faire, en une journée, tu peux en attraper 15 et gagner 240 ringgit. 50 €. De quoi acheter 70 litres de carburant. Tu peux mettre le moteur qu'on avance? L'équivalent de 2 mois de pêche sur ce petit bateau. Sauf qu'aujourd'hui, le courant est trop fort et l'eau un peu trouble. Sulbin et son beau-frère n'en attraperont qu'une seule. Je sais où je pourrais en trouver plus. Juste à côté, à Sipadan. Mais on n'a plus le droit d'y aller. Sipadan, un récif corallien devenu un site de plongée qui attire les touristes venus du monde entier. Si Sulbin n'a plus le droit d'y pêcher, c'est que depuis 2004, le gouvernement malaisien en a fait un parc marin. La pêche y est interdite. Sipadan est devenu un sanctuaire pour les poissons et les animaux marins. Même les plongées y sont strictement réglementées. Pour loger ces milliers de touristes, des complexes hôteliers ont été bâtis sur l'île la plus proche, Mabul Island.
de luxueux bungalows qui contrastent avec la pauvreté d'un village Badjo, installé ici depuis toujours. Deux mondes séparés par ce ponton, qui cohabitent sans jamais se rencontrer. Badjo d'un côté, touristes de l'autre. C'est sur cette île qu'a grandi Sulbin, après que ses parents ont perdu leur bateau. Vas-y, mets la crevette dans le panier. Il vit dans cette cabane, une pièce unique qu'il partage avec ses 3 enfants et son épouse. Si le tourisme est devenu une ressource vitale pour l'économie malaise, les Badjo n'en profitent pas. Je suis sûr que les hôtels aimeraient bien nous embaucher. Et nous aussi, on aimerait bien y travailler. Mais on n'a pas de papier. Donc du coup, c'est illégal. S'ils n'ont pas de papier, c'est qu'ils n'ont pas été déclarés à leur naissance. Les Badjo ont peur de se signaler aux autorités, car ils craignent d'être expulsés. Pourtant, gagner de l'argent en travaillant, les habitants de ce village en auraient bien besoin. Le médecin ne passe que 4 fois par an. Les mauvaises conditions d'hygiène favorisent la prolifération de microbes et parasites en tout genre. Depuis plusieurs semaines, la maison de Sulbin résonne des pleurs de son bébé. Ibin, né il y a à peu près 1 an, souffre de plaques rouges qui le démangent en permanence. Anora, sa maman, ne sait pas vraiment ce qu'il a. Le docteur a dit qu'il avait de fortes fièvres. Il nous a donné des antibiotiques et des vitamines. Ça nous a coûté toutes nos économies. Pourquoi vous ne l'emmenez pas à l'hôpital? Pour aller à l'hôpital, il nous faudrait un bateau et de l'argent. On n'a pas tout ça. En plus, on risque de se faire arrêter par la police car on n'a pas de papier d'identité. On n'a plus qu'à prier les ancêtres et espérer que le petit guérisse. Sans papier, le petit Ibin ne peut bénéficier de soins gratuits, comme les autres citoyens malais. Sur les 9 enfants qu'Anora a mis au monde, 6 ont déjà été emportés par la maladie. Les Badjo n'ont fait aucune concession à la modernité. En dehors du moteur qui a remplacé la voile, pas de radio, pas de téléphone portable. Les nouvelles se transmettent par le bouche à oreille. C'est comme ça que Limarissa vient de retrouver la trace de son frère, perdu de vue depuis plusieurs mois. Bon, c'est bien, on arrive pour la marée montante. Il vit dans cette ancienne ferme aquacole, loin de tout. Bienvenue, bienvenue. L'homme en bleu, c'est Pilar, le frère de Limarissa. On est tellement contents de vous voir. Tu vois, c'est ici qu'on habite maintenant. Ah bah t'es bien ici. Comment tu as trouvé cet endroit? C'est le propriétaire qui nous l'a prêté. Au moins maintenant, on sait où te trouver. On va pouvoir venir te rendre visite. Ils sont une trentaine à partager ce refuge avec Pilar. 4 familles qui ne se connaissaient pas auparavant et qui collectent des crustacés pour survivre. Pilar, lui, s'est fait confisquer son bateau lors d'une campagne de pêche au large des côtes indonésiennes. On rentrait d'Indonésie avec Limarissa et Marikita pour vendre notre pêche. J'avais laissé mon bateau et ma famille sur place. Ils continuaient à pêcher. En arrivant au port, on a appris qu'ils avaient été arrêtés. On les a mis en centre de rétention pendant 2 mois. Puis ils ont été expulsés du pays. Mon bateau, lui, je ne l'ai jamais revu. Jadis tolérants, les pays de la région considèrent désormais les Badjo comme des clandestins, les condamnant à une vie précaire, très éloignée de celle que Pilar a connue dans sa jeunesse.
Quand j'étais jeune, on naviguait tous en famille. Mon père, mes frères et sœurs, ça faisait 5 bateaux en tout. Quand l'un tombait en panne, les autres le tractaient. Aujourd'hui, la seule richesse de Pilar tient dans ce filet. 2 langoustes pêchées il y a quelques jours. Grâce au bateau de sa sœur, il va pouvoir aller les vendre à terre. Il espère en tirer un bon prix, de quoi acheter suffisamment d'eau et de riz pour plusieurs semaines. Cap sur Sempurna, le plus gros port de pêche de la côte, à 2 heures de navigation. Durant tout le trajet, le fils de Pilar est chargé de renouveler l'eau des langoustes pour les maintenir en vie. En s'approchant des côtes, le risque de se faire contrôler augmente. Pour lutter contre la piraterie et les groupes islamistes venant du sud des Philippines, les patrouilles de police se multiplient. Après 19 h, c'est couvre-feu, interdit de naviguer. Quand on voyage maintenant, c'est toujours la trouille au ventre. On sait bien que si on se fait contrôler, vu qu'on n'a pas de papier, on risque de se faire arrêter. Et justement, quelques minutes plus tard, surgit un bateau de la police maritime malaisienne. Très vite à bord, la tension monte. Notre interprète nous demande de baisser la caméra. Nous présentons aux policiers notre laissez-passer délivré par le gouvernement. Suffisant pour mettre fin au contrôle. On a vraiment eu peur. Normalement, quand on n'a pas de papier, la police nous arrête. C'est vraiment parce que vous étiez là qu'ils nous ont laissé partir. Soulagé, mais à la merci d'un nouveau contrôle. Par prudence, Limarissa et Pilar préfèrent jeter l'ancre à bonne distance de la ville, plutôt que de s'amarrer au ponton. Pendant que les hommes partent vendre leurs langoustes, les femmes, elles, ont mis leurs plus belles tenues pour aller à terre vendre leurs poissons séchés. Ah, mais c'est les raies! Mais elles sont abîmées, tu crois que les gens vont en vouloir? En Malaisie, on trouve du poisson séché sur tous les marchés, un ingrédient indispensable pour la soupe. Limarissa espère vendre ses raies aux commerçants du port. Premier contact, infructueux. Je te prends le tout pour 3 ringgits. Tu rigoles, ça vaut plus. Pourquoi il y en a qui sont abîmés? Je sais pas, ça doit être les crabes. On te vend le tout à 50 ringgits. Non, 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 non. Moi, je t'en offre 2 ringgits la pièce. Allez, 4 ringgits au moins. Non, non. Et celles abîmées, tu peux les garder. Ok, alors 20 ringgits pour celle-là et 7 ringgits pour celle-là, ok? Ok. L'affaire est entendue pour l'équivalent de 5,50 €. De l'autre côté du port, les hommes sont aussi en pleine négociation. Leurs 2 langoustes pèsent en tout 1,7 kg. Alors combien ça nous fait? 240 le kilo, non? Non, le prix n'a pas changé. Les prix ont pas augmenté un petit peu? Allez, il serait temps de monter un peu les prix. C'est vrai que les prix ont pas augmenté depuis longtemps. Tu peux faire un geste. Allez, s'il te plaît, un petit effort. Je vous dois en tout 280 ringgits. Allez, on arrondit à 300, si ça peut vous faire revenir. Soit 60 €.
Si le vendeur fait preuve d'autant de bienveillance, c'est que lui-même est un Badjo qui a choisi de se sédentariser. Ça fait longtemps que je suis installé ici. Et je m'y sens bien. Mon business est florissant. Comparé à la vie en mer, c'est quand même plus confortable. Ça ne tangue pas en permanence. Et surtout, on mange à notre faim. Limarissa, elle, a gagné 10 € et n'a qu'une envie, partir d'ici le plus vite possible avant de se faire contrôler. Selon les derniers recensements, il resterait moins de 5000 Badjo en Malaisie, et la plupart d'entre eux ont dû renoncer à vivre sur l'eau.